Je m'installe parce qu'il est quand même temps que je vienne vous papoter un peu lecture. J'ai pas mal de romans que j'ai terminés dont je ne vous ai toujours pas parlé. Donc je m'installe, on va parler de 4 romans et d'une série télé. C'est parti. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je me pose pépère et je viens papoter avec vous. Donc on va faire une petite introduction. 4 romans dont je vais vous parler et forcément dans ces 4 romans il y a quand même 3 lectures dont 2 excellentes où c'est des coups de cœur, une troisième qui est vraiment excellente et la 4e est plutôt sympa. Ça révolutionne pas, mais ça m'a fait passer un petit moment. La série télé, je vais vous en parler aussi. Juste après, je vais l'incorporer comme je fais d'habitude. Donc aujourd'hui, on est le lundi 5 février. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'avis lecture. Ah, honte à moi, vilaine. Surtout qu'en janvier, j'ai quand même eu un bon rythme de lecture et grâce aux soirées Twitch. Donc là, je réitère mon invitation. Si vous avez envie de venir essayer les Twitch, venez. Je suis ravie de ceux qui ont testé, tenté le coup et ont apprécié parce que au-delà du papotage, on va lire beaucoup, puisque moi, au mois de janvier, j'ai quand même lu 10 histoires, donc il y a eu quand même un roman court, donc ça va beaucoup plus vite, c'est sûr, et une nouvelle. Mais sorti de là, les autres, quand même, étaient des beaux bébés, où le 1 dépassait les 500 pages, donc au final, je suis ravie de ce mois de janvier. Certes, on papote, on dit des bêtises, et on va échanger aussi sur nos impressions lecture, sur les lectures en cours, sur nos envies, sur les book hauls. Enfin voilà, on va vraiment parler des lectures. Je vais reparler aussi de certains romans dont je vous ai souvent parlé et où j'ai eu des coups de cœur ici et où je vais vous bassiner un petit peu sur le Twitch. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui en ont marre que je parle de ces romans, mais quand c'est des coups de cœur et que je suis enthousiaste au possible, je ne sais pas faire sans vous en parler. Donc voilà, au final, ça me sert de plateforme, de tremplin plutôt, de tremplin à YouTube, où là, je parle toute seule. Alors certes, je lis tous vos commentaires, même si je ne réponds pas toujours dans la minute. Je lis tous vos commentaires, mais là, ça me permet de vous en parler en direct, de me poser des questions éventuellement sur ces histoires. Et ça rejoint un petit peu aussi la dernière vidéo que j'ai fait sur les sous-genres, les gens qui veulent pas savoir, les gens qui veulent en savoir un peu plus, dans quel genre ils vont tomber, les tips qu'ils peuvent trouver, les tropes, etc. Donc ça, c'était la dernière vidéo. Merci d'ailleurs d'avoir répondu parce que vous avez été nombreux à répondre et je trouve que vos avis divergent et divergent du mien, divergent entre vous. Et ça, c'était super intéressant parce qu'on est tous différents. Donc certains vont vouloir qu'on leur précise un petit peu quel genre littéraire ça va être avec les tips et ce qu'on va retrouver dedans. D'autres qui sont plutôt dans le sens où ils n'ont pas envie de savoir et d'autres qui disent qu'on n'a qu'à aller chercher si on a envie de savoir. Oui, mais justement, nous, on est là. Si je fais des vidéos aujourd'hui, c'est pour vous donner des ressentis et vous donner peut-être des conseils ou des directions à prendre au niveau des lections. Donc, merci beaucoup déjà pour ça. Donc, ça a permis ça. Et ça permet aussi dans les lives Twitch de rebondir là-dessus et de pouvoir échanger, vous donner plus d'impressions. Donc, n'hésitez pas vraiment à venir tester. Et vous verrez, vous me direz. En tout cas, je sais que ça fait un complément. Et comme je dis, un tremplin et en même temps un complément à la chaîne YouTube où là je parle toute seule, donc c'est beaucoup plus sympa. Merci beaucoup à cette dernière soirée qu'on a fait, ou dernière journée, puisqu'on a fait un live de 12 heures pour les 1 an affiliés du Twitch. C'était super sympa, ça s'est super bien passé. On a alterné les discussions et les lectures. Et on a alterné un petit jeu également, donc c'était super. Vraiment, ça nous fait avancer dans nos lectures en faisant des pauses où d'habitude, moi, je fais la girouette. Je fais autre chose et puis en fait, je me pose 10 minutes. Tandis que là, vous êtes obligé de lire quand même 35 minutes et après, vous pouvez vaquer, même si tout le monde fait ce qu'il veut. On est d'accord. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. Et ça m'a permis forcément au mois de janvier de lire pas mal et j'espère réitérer la chose au mois de février. Et c'est vrai que depuis 1 an, Twitch m'apporte beaucoup de stabilité au niveau de mon côté girouette, au niveau de la lecture. Et aussi de diversifier, de découvrir d'autres choses, d'échanger en direct avec vous. Et ça, je trouve que c'était le plus que je recherchais par rapport à la plateforme YouTube. Je trouve que ces 2 plateformes sont un beau complément qui se ressemblent beaucoup, puisqu'on est sur le format vidéo. Et c'est un format qui me convient, je vous en ai déjà parlé. Je vais finir mon aparté ici. En tout cas, merci pour le marathon. Merci pour vos retours lecture. Et je vais enchaîner avec une vidéo aussi que j'avais faite. Je vous avais parlé de relecture. Je vous mettrai le lien soit en dessous, soit en haut. On parlait de relecture et je disais que c'était une envie que j'avais progressivement envie d'incorporer dans ma façon de lire dans l'année, faire des relectures. Alors,
j'ai la Céline jeune qui a eu des énormes coups de cœur. J'ai peur que la Céline d'aujourd'hui n'apprécie pas forcément les mêmes lectures. Je vais penser par exemple, je vais vous donner un exemple concret, Dracula de Bram Stoker. À cette époque-là, j'avais 15-16 ans. Voilà, le côté romantique, le côté rêveur, le côté Dracula, vampire, etc. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, mon retour soit peut-être pas tout à fait le même et détruire en fait cet énorme coup de cœur et ce piédestal peut-être que j'ai mis peut-être sur cette lecture, me disait que j'avais pas forcément envie peut-être de revenir sur celui-là, mais de trouver des relectures à faire où je suis certaine quelque part de fortement apprécier ma deuxième lecture et de l'appréhender différemment. J'avais fait la relecture de Shining et là, à l'inverse, la lecture plutôt récente de Shining m'a 10 fois plus plu que celle que j'avais fait quand j'étais plutôt jeune adulte, ado, jeune adulte. Donc comme quoi, et là j'ai réintégré donc fin d'année 2023, et là on va continuer sur l'année 2024, à réintégrer donc du coup les relectures. Et donc on a commencé par Prince Captif, donc c'est donc celui-là que je vais vous parler. Je ne vais pas rester 3 heures sur mon avis sur ce roman-là, puisque je l'ai déjà lu. J'ai apprécié énormément la relecture du tome 1, et ici dans ce tome 2, on est carrément dans autre chose. Dans la première partie, on va découvrir les personnages, ça va être très tendu, ça va être un enemies to lovers, on va avoir une ambiance de cour avec des complots politiques, avec 2 personnages quand même assez à l'opposé l'un de l'autre, qui sont un peu en guerre froide, puisque l'un va être l'esclave de l'autre. Et sur une partie 2 où on va plutôt guerroyer, on rentre vraiment dans le principe de la fantaisie, et avec une relation qui va s'étoffer, puisqu'il y a une espèce de confiance quelque part qui va se tisser, un fil quand même très mince entre ces 2 personnages que sont Damon et Laurent, mais qui va quand même commencer à exister et à prendre beaucoup de place. Donc ce tome 2 est encore plus grandiose que les précédents. Vous avez un chapitre bonus qui en soi me fait me questionner sur le fait de pourquoi il n'est pas directement dans le bouquin, surtout qu'on est quand même sur des fantaisies qui sont assez courtes, c'est des romans très courts qui font à peu près 400 pages, même pas je crois, donc pourquoi pas le mettre dedans. Dans ces cas-là, à la correction, soit il disparaît parce qu'il n'apporte rien et qu'il n'y a aucun intérêt, soit on le met dedans. Voilà, donc là j'en suis encore là, parce que déjà à l'époque, moi j'ai les premières versions qui était sorti chez Milady, c'était déjà le cas, le chapitre bonus était déjà à l'intérieur et ne faisait pas partie du roman puisqu'il se trouve à la fin. C'est génial quand vous avez terminé votre bouquin que vous trouvez qu'il y a un bonus à la fin. Ah, ça c'est génial. Soit vous l'avez vu avant et vous avez été informé, soit vous tombez des nues. Voilà, donc ici je le savais, donc je trouve qu'en plus c'est un chapitre qui apporte beaucoup dans cette relation qu'il y a entre Laurent et Damon, qui est quand même une relation très compliquée. Prince Captif, c'est quoi? C'est de la dark fantasy, dark romantasy, vous le qualifiez comme vous voulez. C'est une saga que j'ai adorée à l'époque où il est sorti en France. Il n'y avait pas le tapage qu'il y avait eu tout autour, après, on va dire, sa deuxième édition. Voilà, ça avait fait plutôt foin la deuxième fois. J'avais été dans les premiers à découvrir en VF, et j'avais vraiment eu un énorme coup de cœur. Et je pense que mon avis n'a pas changé. Mon avis est toujours aussi flamboyant sur cette lecture. J'essaierai d'ailleurs de vous retrouver mes avis sur chaque tome que j'ai lu à l'époque et voir un petit peu si mon avis a changé. Je pense pas. Dans le premier opus, on est vraiment dans la découverte des 2 personnages, le fait d'avoir 2 guerres entre 2 contrées, donc qui sont l'état de Verre et le pays d'Akelios. Ils sont en guerre depuis des années. Le prince d'Akelios a tué le fils aîné du royaume de Verre, et donc qui était le frère aîné de Laurent, notre personnage principal. Donc il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de complications, et en plus quand Damon, qui devient esclave sur cette terre de Verre, arrive dans un pays où on les déteste, quoi. On déteste les Akelios, voilà, les gens d'Akelios. Je me rappelle plus. Et donc, c'est tendu quand même. Et en plus, avec un jeune prince, Laurent, qui a une rancune énorme, vu qu'il a perdu son frère à qui il vouait, quand même une admiration sans limite. Et en plus, Damon va découvrir un petit peu les affres de cette politique, puisqu'il y a un régent à la place, avant les 21 ans de Laurent, et donc il y a un peu des complots qui va avoir accès au trône. On va essayer de faire tomber des têtes, et puis attention, public averti, puisqu'il y a quand même des scènes qui sont quand même assez rudes. On va parler d'esclavage, donc tout ce qui va avec, on va parler de guerre, donc de mort, et on va parler de... Oui, voilà, c'est pas Jojo l'abricot, quoi. Donc c'est pour ça que je le stipule bien, c'est de la dark
romantaisie, parce qu'il y a quand même, principalement, c'est aussi la romance qui est présente, par rapport à d'autres fantaisies où vous avez des fois de la romance, mais qui est surtout en second plan. Là, quand même, elle fait partie intégrante de l'histoire. Je vous conseille forcément cette saga que j'ai adorée. Donc, au mois de mars, on va se lire le tome 3, et ainsi que les petites nouvelles qui ont été rapportées à l'histoire par la suite. En tout cas, ici, je me suis encore une fois régalée. Je trouve qu'on monte en intensité. On a vraiment cette relation qui se tisse et qui devient plus forte. Et on a un rapprochement entre les deux personnages qui est autre que le premier. Et je trouve qu'elle a su se renouveler entre son premier opus et son deuxième, avec toute une continuité, bien évidemment, on s'en doute, mais quand même beaucoup de choses qui sont très différentes, qui sont abordées différemment, et ce qui donne un renouveau au lecteur, qui ne s'ennuie pas, qui ne trouve pas qu'il y ait de lassitude par rapport au premier, qui est plus politique et plus à la cour, ou le deuxième est plus sur le front, avec ces deux personnages qui vont devoir se rapprocher, forcément, pendant la guerre. Ils vont devoir faire des concessions. Ils ont fait des choix à un moment donné et aujourd'hui, ils vont devoir un petit peu faire un front ensemble et créer un duo assez atypique, certes, mais qui est vraiment, on se délecte. J'adore cette relation. En plus, vraiment, on évolue beaucoup dans ce tome 2 entre ces deux personnages et j'ai hâte de relire le tome 3. Donc forcément, je vous le conseille, c'est encore un énorme coup de cœur. Alors, je me souviens qu'à l'époque, effectivement, j'avais eu une très très bonne lecture au premier opus, mais là, c'était vraiment le coup de cœur, fait partie vraiment intégrante de ce tome 2. Qui est vraiment grandiose pour tout. Parce que pour ce rapprochement et pour ce slow burn, pour ces petites phrases distillées par moments où on sent que la relation évolue, mais c'est minime, mais c'est hyper fort et c'est hyper important. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Je pense que là, je l'ai bien vendu. Donc j'essaierai de vous intégrer, comme je vous disais, la vie de l'époque. C'est en 2015 le premier, je pense qu'en 2016 le second. Donc j'essaierai de vous intégrer tout ça. On va parler de série télé, énorme coup de cœur pour cette série télé. Je vous ai mis un petit post en story Instagram pour vous donner un flash avis sur cette histoire, sur cette mini-série qui compte 8 épisodes, mais qui ont un format de 55 à 1h05 par épisode. Donc c'est quand même, on y est devant, on y est pour un petit moment et on se délecte de chaque avancée de l'histoire. C'est Fellow Travelers, donc avec Jonathan Bailey et Matt Bomer. Une histoire qui va se passer dans les années 80 et également dans les années 50. On est après la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique se reconstruit, le macartisme commence à monter en puissance au niveau de la politique américaine et on fait la chasse aux communistes et la chasse aussi aux homosexuels. Et donc on a cette tension et dedans vont se rencontrer deux jeunes hommes qui font également de la politique tous les deux, un héros de la Seconde Guerre mondiale et un jeune homme plein d'espoir et de rêve, le rêve américain, le rêve de la politique américaine qu'il porte. Et on va suivre ces deux histoires et on va traverser les époques. On va être dans les années 50, puis ensuite dans les années 60, puis 70 et puis 80, avec le présent qui va se retrouver dans les années 80, avec forcément l'avalanche qu'a créé l'arrivée du sida et la montée du sida aux États-Unis, avec encore de la ségrégation, encore une fois, et on a, sur ces 30 années que l'on va passer avec ces personnages, on a toutes les thématiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient raciales ou qu'elles soient de genre, qui vont être omniprésentes. Les tensions policières avec la communauté LGBT et également avec la communauté noire aussi qui a un grand impact dans cette série. Donc il y a vraiment un panel de thèmes qui sont abordés, qui sont forts et qui ne vous laissent pas indifférents, qui vous broient le cœur parce que les choix des personnages par moments sont forts, sont douloureux, la peur engendre des décisions qui vont fracturer un peu l'être que vous êtes et on va traverser donc ces décennies avec ces personnages, que ce soit donc Jonathan Bailey et Matt Bomer, mais également d'autres personnages secondaires qui, je trouve, sont très forts et ont un impact très fort dans l'histoire. Donc deux Afro-Américains à cette époque-là, l'un dans le journalisme et l'autre dans un bar où il se travestit en drag queen. Et une jeune femme qui est secrétaire et qui, voilà, on est dans une époque où le secret est loi, où
être homosexuel est vraiment plus que tabou, hein, et puis c'est surtout secret parce que sinon vous vous faites arrêter. Donc on va nous parler de thérapie, on va voilà, vraiment dans cette histoire, sur 8 épisodes, on va parler de ces personnes qui ont vécu cette persécution, ce mal-être, ce désespoir par moment, et puis ensuite en plus sur une continuité où la maladie va faire son entrée. Vraiment, il m'a impacté. Je pense que c'est une série que je re-regarderai tranquillement, vraiment. Mais c'est fort et c'est puissant, et je pense que ça nous parle aujourd'hui d'une façon particulière encore plus, en image de cette communauté, comme je vous dis, persécutée, sur ces amours que l'on ne peut pas créer, et sur ces amours éternels, mais tellement cachés. Donc ça a été beaucoup d'émotions. J'ai pleuré, bien évidemment, à chaudes larmes, pour tous ces personnages qui m'ont énormément touchée. Cet amour inconditionnel, mal vécu, ou bien vécu. Enfin, s'il y a un côté lumineux et beau et magnifique, et il y a un autre côté plus sombre de la réalité, ou de la réalité qu'on se crée, des peurs qu'on a. Cette série, je vous la conseille, franchement, regardez-la, elle est magnifique. Je pense que pour l'instant, c'est ma série de 2024. L'année dernière, c'était La Diplomate et The Night Agent. Cette année, c'est celle-ci, pour le moment, avec une prestation des acteurs grandioses, qui ont été quand même récompensés aussi. Il y a vraiment, je pense, matière à analyse, à thème, à sujet fort dans cette série. Donc je vous la conseille grandement. Vraiment, j'ai un énorme coup de cœur pour cette histoire. Et cette histoire magnifique, ce regard que se portent ces deux personnages est vraiment beau. Et mais pas que, parce que je vous dis, les personnages secondaires avec le journaliste et le serveur sont vraiment magnifiques aussi. Voilà, l'entraide, je pense que c'est l'entraide qui est forte aussi. Et malgré tout, des trahisons aussi qui sont très très fortes, mais ça va de pair avec le contexte du pays à cette époque-là, je pense aussi. Voilà, je clôture là-dessus. On va passer à un avis lecture, et après je reviendrai pour parler de mes deux autres lectures. On va parler de Slide Me Up de Marie Agi. Ici, c'est un roman court. Il fait 150 pages. Vous êtes dans l'univers du hockey. Elle est repartie sur son île qui s'appelle, je ne me rappelle jamais les... Bergheim. Non. Attendez. Non, c'est Andes. Non, Calice Verdens. Oh, mais ça commence bien cette invite. Hein. Ah, ben oui. Donc moi, je ne connais pas forcément les anciens bouquins qui sont sur ces îles. Mais pas besoin, de toute façon, on s'en fiche ici. On est vraiment plongé au cœur de cette équipe de hockey, avec ce jeune homme qui s'appelle River, qui est un joueur de hockey, qui est un peu le mâle alpha, qui est gay. Hein, ça, il a annoncé, je pense que tous ses fans le savent, et donc il passe de conquête en conquête. Et à côté, on a son opposé, totalement. On a Holly qui va découvrir son homosexualité, enfin qui va vouloir enfin se lancer dans vivre pleinement sa vie, et plutôt sur des relations qui lui correspondent de mieux, c'est-à-dire avec des hommes. Il a été marié, il est divorcé, il a un enfant, et ça va être la rencontre de ces deux personnages sur un gros quiproquo qui va démarrer. Donc déjà avec deux personnages qui sont à l'inverse l'un de l'autre. L'autre multiplie les conquêtes, quand Holly, lui, va... essayer déjà de passer le pas d'une rencontre, et après aussi tenter l'aventure sexuelle, je dirais, qui va diverger de ce qu'il a connu jusqu'à maintenant. Et forcément, c'est un grand pas, ça met un peu de pression. Le gars, ça faisait des années qu'il était marié, et puis il va devoir repartir sur le marché de la drague, quoi. Enfin voilà, il y a plein de petites choses dans cette histoire, à côté d'un gars River, qui est le Don Juan. Donc vous le sentez bien au tout début. Forcément, moi au tout début, il m'a pas forcément beaucoup impressionné. C'est plutôt un personnage qui m'a pas plu du tout, parce que j'ai pas aimé sa façon d'être, mais c'est la magie de ces romances qui, quand une relation va débuter, les personnages vont évoluer, vont changer. C'est ce qu'on attend, hein. Pas d'avoir des personnages lisses et qui ne vont pas changer d'un iota, qui restent campés sur leur façon d'être, et que la relation n'apporte rien.
C'est pas le cas ici, c'est ce que Mariagi apporte, c'est-à-dire une évolution dans ses personnages. Le personnage de River va évoluer et sur 150 pages, moi j'ai trouvé qu'elle avait su tout mettre en fait. Alors ça va vite, oui, parce que la relation va plutôt vite puisqu'il y a quand même un coup de foudre un petit peu entre ces deux personnages. Mais au-delà de ça, c'est hyper bien mené, j'ai beaucoup aimé. Alors forcément, comme c'est parti d'un quiproquo, on se doute qu'à un moment donné, aïe aïe aïe. Mais j'ai beaucoup aimé. Alors le personnage d'Oli, je l'ai adoré parce que cette découverte de soi, et puis cette acceptation, et puis ce pas, ce plongeon, on va dire, dans l'inconnu un petit peu. On maîtrise beaucoup de choses, mais quand on maîtrise pas toujours tout, ça peut amener de l'anxiété, et du stress, et de la peur. Et voilà, on a ça entre ces deux personnages, et c'était beau. Je vous dis, 150 pages ont largement suffi. Moi, j'avais tout ce qu'il me fallait. J'avais un début qui prend son temps, où les personnages vont s'apprivoiser. Ensuite, forcément, une évolution, puis hop, un problème, et puis voilà. Donc vraiment, c'est typiquement une romance contemporaine, qui a les tips de la romance contemporaine, mais vous trouvez de l'affect au personnage, et le concept de père célibataire avec un joueur mondialement reconnu, mondialement ou internationalement, ou même... juste dans son pays, ça amène un plus de cette différence qui va apporter une éclosion à chacun, différente, mais les deux vont quand même évoluer. Donc je peux que vous conseiller cette petite nouvelle. Moi, franchement, 150 pages, c'était très bien. J'avais peur, quand on est sur des romans courts comme ça, qu'il manque quelque chose. Qu'on n'ait pas tout ce qu'il nous faut, et c'est pas le cas. Marie l'a super bien géré. Moi j'ai eu un gros crush pour Oli, beaucoup moins pour River, parce que c'est pas le type de personnage que j'apprécie, mais j'ai trouvé quand même qu'il s'améliore et qu'il se bonifie avec le temps. Je pense que sa rencontre avec Oli, à un moment donné dans la vie, quand on est peut-être pas là forcément la meilleure version de soi, je pense que le fait de rencontrer quelqu'un qui va vous apporter peut-être plus d'apaisement, plus de réponses et plus de solidité, fait que vous changez aussi. Et c'est ce qu'il y a totalement ici. Je pense que ce qui est plaisant à lire, c'est cette évolution des personnages. Donc moi, j'ai passé un bon moment. 150 pages, c'était très bien. J'avais peur que ce soit trop court. Mais écoutez, elle a réussi à bien ficeler cette histoire sans qu'il y ait de manque, je trouve. Et avec une évolution des persos, même s'il y en a un des deux qui m'a pas... Voilà. Mais c'est pas grave, je garde Oli, écoutez, on va faire comme ça. Voilà, donc je vous le conseille si vous aimez bien le hockey. Alors c'est pas forcément principalement là-dessus, on va être vraiment sur une romance contemporaine, on va cibler ces deux personnages. Le quiproquo est assez rigolo, c'est assez mignon, c'est assez original aussi, je ne m'attendais pas à ça, je me suis dit, oh putain, ah oui d'accord, ok, c'est ça qui fait le déclencheur de... C'est assez drôle, et c'est assez mignon de les suivre. Voilà, donc pour celui-ci, c'était en service presse envoyé par Marie. Eh bien, recoucou, je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Alors, on est le mardi 6, changé de jour, on est le soir, donc je viens clôturer ce vlog et vous parler de deux autres lectures, et je vais vous parler aussi, vous montrer mes deux lectures en cours. Ma première lecture audio, celle-ci, c'est Le Sang des Sauvages de Farah Anna. C'est une relecture puisque j'avais lu à sa sortie en papier cette histoire. J'ai lu la duologie, il me reste le spin-off à découvrir. Donc je me suis dit que ça allait me rafraîchir la mémoire si je le relisais. Et j'ai proposé à Julie, puisque je sais qu'elle l'avait dans sa palle. Donc on vous le propose pour le mois de février avec Elle Booktube et vous. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez encore le temps. Je crois que la lecture commune commence vers le 15 par là, de toute façon. Et moi j'ai commencé avant parce que comme je le fais en audio, je ne sais pas trop le rythme, la cadence, le moment d'écoute et tout ça. Donc là j'ai attaqué déjà et j'ai déjà englouti 160 pages. J'ai commencé hier matin, un petit peu, puis un tout petit peu aujourd'hui, pas trop. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même assez efficace. Je pense que là, cette semaine, je ne vais pas trop y retoucher. Je pense que lundi prochain, je pourrai quand même en écouter un peu plus. Donc à voir. Donc ça se passe très bien cette relecture. Pour le moment, au moins j'ai pas la surprise que j'avais eue au premier coup où j'ai eu beaucoup de sensations puisque je n'avais pas appréhendé certaines scènes qui allaient arriver. Donc du coup j'avais été oh, tandis que là bon je sais à peu près à quel moment ça va flinguer quand même. Donc voilà, je suis dans Le Sang des Sauvages. Ici on est dans de la dark fantasy.
dark romantasy, comme vous voulez, je ne sais pas ce que vous employez vous. En tout cas, c'est de la fantasy, l'univers est totalement créé, on est avec deux clans qui s'affrontent, des sauvages qui vivent dans la forêt, puis une cité avec un roi, et donc il y a des attaques perpétuelles entre les deux clans depuis des années et des années, et on va suivre Sanae, qui est une jeune fille qui a perdu ses parents tués par des sauvages et qui veut se venger. Voilà, donc on est vraiment dans du conflit, de la guerre, il va y avoir des meurtres, on va avoir beaucoup de sang, on va avoir beaucoup d'atrocités qui sont liées avec tout ce qui se passe pendant la guerre également, au-delà de tuer des gens. Il va y avoir de l'esclavage, enfin voilà, c'est assez hard, c'est assez dur, donc public averti. Bien évidemment, vu que bon, le titre, la couverture, le fait que ça soit une dark fantasy, ça quand même annonce quand même du lourd, et donc à pas mettre dans toutes les mains, âme sensible, s'abstenir, je pense, ça vaut mieux pour vous. Mon autre lecture, qui est la lecture papier, hein, je l'ai en peine entamée hier soir parce que j'ai terminé ma lecture en cours, dont je vais vous parler juste après. Et j'ai attaqué au dernier sprint de la soirée Twitch avec les copains ce roman-là. C'est Bloc 46 de Johanna Gustafsson, que j'avais acheté lors du Salon du Livre de l'Île Noire dans le Tarn. C'était, je ne sais plus quand est-ce qu'on y était allé, en 2022. Septembre 2022. Donc voilà, il était temps de le sortir. C'est Alex qui me l'avait tiré au sort lors d'une soirée Twitch, puisqu'il avait utilisé ses points de chaîne et il avait réussi à me choisir cette lecture et qu'il l'a aussi dans sa palle, donc on en profite pour se la lire ensemble. On va être ici dans un thriller, des meurtres sont commis, une femme est retrouvée en Suède, une profileuse et une enquêtrice vont se mettre ensemble, vont créer un duo pour découvrir ce qui s'est passé, et en même temps, on a un retour dans le passé, en juillet 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, au milieu de ces camps nazis. Quel est le lien? Je ne sais pas. Vous voyez le barbelé ici, avec écrit bloc 46. Donc je pense que ce bloc fait partie d'un des camps d'extermination, des camps de la mort. Voilà, c'est tout ce que je déduis pour le moment, parce que je ne me rappelle plus du tout de la 4e de couve. Je sais qu'il y a eu des meurtres, qu'on est à Londres et en Suède, et qu'il y a un lien maintenant avec quelque chose du passé. Voilà, c'est tout ce que je sais. J'ai hâte de continuer, ça démarre fort. Il y a déjà eu une scène qui se passe en juillet 1944. Comment vous dire que c'est digne encore des horreurs de cette guerre, et surtout de ces comportements et de ces camps d'extermination, en fait. Voilà, donc déjà j'ai eu l'alarme, j'ai eu l'œil qui baignait un petit peu, donc ça promet. Et on était à 30 pages. On est bien. Voilà, il me tarde vraiment d'attaquer, de rentrer dans le vif. Donc ce soir, je m'y replonge lors de la soirée lecture du Twitch, pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller en discuter avec Alex. Donc ça, c'est mes lectures en cours. Je viendrai, bien évidemment, une fois terminé, vous en parler en vidéo. J'enchaîne donc avec une de mes dernières lectures. C'est la toute dernière. Je l'ai finie hier soir. Donc vous voyez, on est sur le vif. C'est Galanterie et Faux Semblants. Alors c'est la saga Les Dahlias Bleues de Charlie Cochet et Mace Blake. Je sais plus. Désolée, je ne connais plus le nom de l'autre autrice. C'est vrai que je suis plus focalisée sur Charlie Cochet, que j'ai déjà lu. Macy Blake, un truc comme ça. Je crois que c'est ça, je ne sais plus trop. Bon, vous l'avez là. Hein. Pendant que moi je me ridiculise, vous l'avez écrit là. Tout ça, et vous vous dites, mais c'est écrit, t'as qu'à le lire. Donc ici, on est dans un... Alors j'ai beaucoup aimé parce que c'est un mélange de beaucoup de choses. Donc c'est du fantastique déjà. On est avec des métamorphes. Déjà. Les humains, les métamorphes vivent au milieu des humains, sont plutôt cachés, donc les humains ne savent pas que les métamorphes existent. Dans cet univers de métamorphes, ce que j'ai aimé, c'est l'ingéniosité que les autrices ont eue, c'est-à-dire qu'on est de nos jours, avec une monarchie qui est toujours en activité, un petit peu comme la Régence ou l'époque victorienne, et de là on découle bien évidemment tout ce qui fait un petit peu cette aristocratie, ces barons, ces comtes, le roi, donc on a un roi dragon, et ensuite on a ces sujets, donc qui sont des ducs et des comtes et des comtesses, etc., etc. Et avec une élite qui s'appelle les Dahlias Bleues, qui sont en fait des espions, à la solde du roi. Donc on retrouve un petit peu les types que l'on a dans les romances historiques de nos jours, avec des créatures fantastiques. Et ça, j'ai trouvé que
d'allier tout ça, c'était excellent. Ça a matché. Je pense que c'est le truc qui m'a le plus plu. Dans cette histoire, on va suivre un comte et un baron, et on va avoir un meurtre qui est commis. Le prince est assassiné, et donc forcément, une enquête va être menée. Et on va faire un bond dans le temps, et l'enquête n'est toujours pas résolue, et on va suivre ces personnages. Donc on va avoir tout ce qui régit un petit peu, comme je vous disais, les codes de l'aristocratie et d'un petit peu de la monarchie, avec ces bals, ces saisons où les jeunes filles sont présentées, où il y a les chaperons, les valets, enfin voilà, on va trouver cet univers, et je trouve que pour ça, c'était vraiment excellent. J'ai passé un super moment. Alors, on est sur une saga avec, dans chaque tome, un couple différent, mais pour l'instant, l'enquête n'est pas totalement bouclée. On a quelques réponses, mais on n'a pas toutes les réponses, donc je pense qu'on les aura par la suite. Donc j'aime beaucoup quand il y a un premier fil conducteur, et aussi à chaque fois qu'on a des histoires peut-être un peu différentes qui vont dynamiser un petit peu l'histoire. Donc dans celui-ci, on va suivre Saphir, qui est un baron, qui va tomber sous le charme donc de ce jeune comte, et mais des secrets vont s'immiscer dans leur relation, c'est une fausse relation, enfin voilà. Et tout ça mélangé, en fait, ça a créé un tome qui est vraiment très sympa, très addictif, parce qu'elles ont su allier beaucoup de choses dans ce récit-là, qui est pour un premier tome, moi je trouve très réussi, par l'univers qu'elles ont créé totalement, avec voilà, ce mélange un petit peu de genre, entre du contemporain, de la romance historique et du fantastique. Elles ont allié tout ça, elles ont mélangé, et franchement, ça fonctionne très très bien. On nous explique un petit peu les codes qui régissent cet univers, cette monarchie, cette aristocratie, comment ça fonctionne, ces dahlias bleus, qui sont très énigmatiques, et on nous présente à la fin le personnage qui va faire son entrée dans le tome 2, et qui m'a tapé dans l'œil, parce que j'ai vraiment, vraiment envie d'avoir son histoire. Donc il est certain que je continuerai. C'est pas une sortie que j'ai beaucoup vue encore pour le moment. La couverture me plaisait beaucoup. Et le fait que ce soit Charlie Cochet, parce que j'avais déjà lu la saga Surts, qui est une saga pareil avec des métamorphes, mais qui est plus de nos jours, on est plutôt sur une unité du SWAT, si vous voulez. Donc c'est beaucoup plus moderne. Ici, il y a les codes quand même de l'aristocratie qui sont mis en place, de la romance historique qui sont mis en place, avec un côté punchy qui est contemporain, parce qu'on a des voitures, on a des téléphones, on a des insultes qui sont beaucoup plus modernes, etc. Donc il y a vraiment un panel de mélange qui pour moi ont super bien fonctionné. J'ai adoré en fait d'oser mélanger tout ça et de nous proposer quelque chose qui diffère un petit peu. Les personnages m'ont beaucoup plu. Il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a de la romance. Et puis de la romance, elle est mignonnette, elle est doudou. Elle n'est pas révolutionnaire par des trucs rocambolesques, pas du tout. Mais c'était trop bien. Bon, j'ai encore beaucoup de questions, donc j'ai hâte de poursuivre. Et en tout cas, c'était une excellente découverte. J'en attendais pas grand-chose en fait. Mais je suis agréablement surprise. Donc si vous l'avez lu ou si vous allez le lire, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est une romance doudou, hein. C'est pas une romance... voilà, il y a une scène sulfureuse, une seule, qui sert un peu le récit du pourquoi, du comment entre ces deux personnages. Au-delà de ça, ça reste très soft, j'ai trouvé. J'ai passé un excellent moment, je pense que vous l'aurez compris. Pour moi, c'est une lecture qui fait un 18 sur 20, qui a bien fonctionné et qui m'intrigue beaucoup. Et voilà, j'aime beaucoup l'univers, donc du coup, je veux continuer avec ces personnages et bien évidemment, je veux redécouvrir le prochain Duc qui sera mis sur le devant de la scène. Donc c'est une chouette réussite, je suis contente. Je l'ai demandé un peu à hasard, j'ai demandé parce que c'était Charlie Cochet. Voilà, je pense que c'est ça qui m'a décidé le plus. Et je ne m'attendais pas à ce côté confrontation de style entre l'historique, le contemporain et le fantastique, bien évidemment, qui fonctionne très très bien. Et puis il y a une enquête, voilà, il y a un côté aussi romantique suspense. Voilà, donc il y a vraiment un panel de choses que moi j'adore là-dedans et qui était tout mélangé et qui a super bien matché avec moi. Donc n'hésitez pas à venir me dire si vous aussi c'est le cas. On va passer à la deuxième lecture dont je veux vous parler, et là c'est un énorme coup de cœur, j'ai hâte de lire la suite. C'est un roman coup de poing, c'est une histoire qui sort du lot. Pour moi c'est du romantique thriller, et je vous parle de Animaux Nocturnes, le tome 1, The Crow Girl de Angèle Arlequin. J'ai déjà lu quelques romans de cette autrice, j'ai lu Le Cri du Silence, j'ai lu
Le porteur de mort, le tome 1, j'ai lu The Missing Obsession, j'ai lu Tes notes pourpres, j'ai lu Love Business. Voilà, j'ai lu quelques romans de cette autrice que j'aime beaucoup, j'adore sa plume et je trouve qu'elle excelle. Enfin, ou qu'elle me touche à moi dans sa partie plus dark, plus sombre, voilà, un peu dark romance, un peu romantique suspense, un peu romantique thriller comme Le Cri du silence. Ça fonctionne très 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 bien. Et ici, c'est grandiose. Je l'ai fait en audio-livre. Alex m'a offert le bouquin. J'ai suivi un petit peu aussi. J'ai fait les deux, en fait. J'ai fait les deux pour me rendre bien compte si c'était aussi addictif à l'écrit qu'à l'écoute. Et franchement, ça l'est. Cette histoire, elle est complètement barrée. Elle est complètement folle. Elle nous embarque totalement avec ces personnages qui sont d'un côté très obscur, très sombre, dans une ambiance feutrée, dans une ambiance morbide un petit peu, et dans une ambiance de mort, de tueur, de psychologie énormément. Voilà, c'est très porté sur la psychologie des personnages. On a 4 voix dans ce roman, et je trouve que c'est le plus dans l'audio, c'est le fait d'avoir 4 voix différentes. Donc on a une voix féminine et 3 voix masculines. Ici, on a Jude qui va nous raconter son histoire. Il est flic, il est torturé, il lui est arrivé quelque chose de quelques années plus tôt qui a quand même chamboulé sa vie, ses amis, son groupe, tout ça, ça a tout volé en éclats. Et il va faire la rencontre de Rebecca, qu'il a envie de sauver contre vents et marées, parce que pour lui, il y a un côté sauveur qu'il doit avoir, et puis une rédemption peut-être au bout. Et on a également, on est dans la tête d'un des tueurs, et on est dans la tête aussi d'un 4e personnage qui est Damian, qui est ce personnage très énigmatique, qui a un lien fort avec le passé de Judd et avec une enquête qu'il a menée. Je ne vais pas trop en dire non plus. Ce personnage-là, il m'a complètement capté. Je pense que j'attendais tellement les chapitres où c'est lui que l'on a comme voix, une voix puissante, machiavélique, tordue, à souhait. Vraiment, je crois que c'est alors c'est affreux de dire ça parce qu'on est dans la tête d'un tueur et on kiffe ça en fait. On adore avoir son point de vue, sa façon de manipuler les gens. Il n'a aucune empathie pour qui que ce soit. On est vraiment sur un fou en fait, un malade, un psychopathe complet. Avec un côté sociopathie, enfin bon, c'est énorme. Je suis pas bonne en psychologie, malheureusement, mais on a ce côté où on est vraiment capté par la vie de Judd, ces liens qu'il va avoir avec Rebecca, et on voit se profiler des événements au fur et à mesure. Et j'attendais qu'une chose, j'ai retenu mon souffle en me disant... Est-ce que ça va vraiment être ça? Est-ce qu'on va aller au bout de ce que je pense? Est-ce qu'Angèle Arlequin va oser en fait nous amener vraiment de ce côté-là? Et oui, parce que je pense qu'elle ne l'aurait pas fait. J'aurais eu une énorme déception totale. Il y a un côté réaliste et le fait d'aller brut et d'aller à fond, j'ai trouvé ça génial. Il y a juste un bémol pour moi à la fin où j'ai trouvé qu'il me manquait une scène. Qu'elle soit dans la partie réelle, où on va le vivre du moment, ou qu'elle nous soit rapportée. C'est-à-dire qu'on a un événement qui va surgir à la fin, où Judd va se trouver dans une situation assez folle. Et j'aurais aimé avoir un lien avec une scène qui se passe juste avant, avec Rebecca, qu'elle nous soit racontée, en fait, comme un retour en arrière, comme un flashback, en fait, de l'événement, qui soit raconté, qui amène plus de poids, de cruauté. Enfin, franchement, ce roman, il est grandiose. Vous êtes happé par cette histoire, vous arrêtez de respirer un petit peu grâce à la plume d'Angèle Arlequin. Le fait que ça soit 4 voix qui vous parlent, 4 héros différents qui vont vous parler, vous embrouiller, vous amener dans leur psyché, c'était grandiose. Et la plume est fantastique. Angèle Arlequin, elle a une plume magnifique. Les tournures de phrases, l'ambiance, le lien qu'a Judd et Rebecca
est un lien de souffrance, est un lien de recherche de rédemption, de sauveur un petit peu, et franchement la fin, moi j'ai adoré. Parce que en fait j'ai capté à un moment donné quelque chose qui s'est passé pour Judd, une course contre la montre qu'il fait pour sauver, en fait, là encore une fois. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait un lien énorme. Alors, on est sur un trio d'amis, Dean, Judd et Damian. Et franchement, c'était... Voilà. Je trouve que ce roman, il est fou, il est dingue, il sort du lot. On est vraiment sur de la dark, on est vraiment sur du romantic thriller. C'est une course contre la montre sublime. Voilà, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais ce roman-là, vous allez m'entendre parler encore un moment. Au mois de mars, on va lire le tome 2 avec les copains. Donc il me tarde qu'on se replonge dans cet univers complètement fou, avec une plume magistrale, magnifique, une plume envoûtante, dans des actions et des personnages complètement affreux, odieux. Enfin, et je ne sais pas comment on va retrouver les personnages dans le tome 2, donc j'ai hâte de les retrouver, et on se profile vers quelque chose que j'ai senti dans le tome 1 et que je veux absolument voir dans le tome 2. Il y a quelque chose qui m'a happé totalement. Ces personnages ont vécu des choses abominables. Donc, public averti là aussi. Il y a des scènes qui peuvent déranger. Mais moi, rentrer, que Angèle Aréquin nous ait amené dans la tête de tueurs, dans leur esprit, dans leur voix, dans leur comportement, dans leur échange, c'était top. Franchement, c'était top. J'ai adoré. Si vous voulez tenter le romantic thriller, je pense que ce roman est fait pour vous. Voilà, elle est vraiment très très forte, Angèle Aréquin, pour vous amener dans ce type de roman qui sort du lot, en fait, qui sort un petit peu des cases. Elle a pris beaucoup de choses, elle a pris de la romance, même si on n'est plus sur une relation qu'une romance. Il y a beaucoup d'émotions, du thriller, et puis avec des personnages quand même barrés. Voilà, je ne sais pas comment vous en parler plus. Pour moi, c'est un gros coup de cœur. J'ai vraiment adoré. J'avais adoré The Missing Obsession. Il était grandiose, il était magnifique, je vous le conseille aussi. J'ai l'avis sur la chaîne, n'hésitez pas à aller le voir. J'avais adoré Le Cri du Silence aussi. Ténante pourpre était un peu plus... Alors, je ne vais pas dire moins sombre, parce qu'il est sombre aussi, mais c'était différent par rapport à ces trois-là. C'était plus... on était plus dans la romance, vraiment drame, plutôt. Ici, on est vraiment dans du romantic thriller. Pareil dans Le Cri du Silence. Dans The Missing Obsession, on est plus dans de la dark romance, même si... Je l'estampillerai pas comme ça une fois que vous avez fini le bouquin, quoi, en fait. Mais bon, voilà, Angèle Aréquin, c'est une valeur sûre si vous voulez sortir un peu des sentiers battus, changer un peu les codes de la romance, foncez découvrir sa plume qui est sublime. Et en fantasy, j'ai lu Le Porteur de Mort, il faut que je continue la saga, et j'avais beaucoup aimé aussi, elle excelle. Ben, on a fait le tour. Vous voyez, j'ai eu quand même d'excellentes lectures, vraiment, c'était de très très bons moments. C'est des lectures assez différentes les unes des autres. C'était de très bons moments, bien évidemment avec une relecture de Prince Captif où j'étais sûre de passer un bon moment. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, si certains vous donnent envie. Je sais que certains sur le Twitch ont craqué pour lire Animaux Nocturnes. Avec Alex, on a fait la propagande. Donc n'hésitez pas. Moi, je vous laisse là. Et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo où je vous parlerai de mes lectures. Là aussi, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo, à vous abonner bien sûr, à venir discuter soit en commentaire, soit sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver en MP sur Instagram, ou sinon, venez partager un petit moment sur le Twitch. Bisous câlins.